Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'ai déjà dit, mais et puis veuillez excuser mon retard. J'étais dans un train de retour dans les déplacements professionnels et ça n'a pas été simple. Voilà. Oui, et puis je pense que nos deux interventions vont bien se compléter, même si j'ai pas eu la teneur de la première. Je pense que Thomas, vous aurez des remarques et peut-être même pourrez répondre et compléter certaines questions que je ne saurais répondre. Moi, je suis à la base, ce que vous disiez était tout à fait pertinent. Moi, je suis à la base plutôt un spécialiste. Et j'ai développé des compétences un peu plus généralistes parce que je suis curieux. Et ça, c'est vrai que le constat sur le fait qu'il faut être spécialiste pour être dans le milieu académique, je souscris parfaitement. Et en même temps, il y a aussi des très généralistes. Donc il y a les deux. Il y a le grand écart qu'on a entre les très très généralistes, on les connaît tous, hein, les noms, on pourrait dire Pascal Boniface, sans stigmatiser, ou même pas du tout un scientifique, mais Jacques Attali, qui fait des choses vraiment très larges. Et dans les universités, beaucoup de spécialistes. J'occupe un emploi de spécialiste à l'université du littoral Côte d'Opale, basée à Dunkerque. Et voilà. Donc c'était pour me présenter rapidement. Donc aujourd'hui, la question porte sur la géopolitique des mers. Alors c'est un vaste sujet. Et c'est pas les 20, 25 minutes, voire 30 minutes que je vais y consacrer qui répondront bien loin de là. Le retour vers les océans, c'est aussi une question intéressante. Parce que la façon dont c'est formulé, c'est intéressant, ça amène pas mal de réflexions. Donc j'ai fait une présentation, je vais vous la partager tout de suite. Voilà. Hop, voilà. Donc le retour vers les océans, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a réellement eu un retour? Le retour, pour moi, il est plus médiatique. On verra ça en conclusion et au fil de l'eau. Mais les deux premières diapos sont assez symptomatiques de ce qui se joue. Alors ici, vous avez le dernier né des destroyers américains, l'USS Zumwalt, qui est un bijou de technologie, tellement un bijou de technologie qu'en fait, les Américains voulaient en commander 32. Il n'y en aura que 3 de construits pour la modique somme de 22 milliards de dollars. Et avec 6 ans de retard et sans l'équipement complet. Ils se sont rendus compte que ce bijou de technologie coûtait beaucoup trop cher à entretenir et que le programme était voué à l'échec. Voué à l'échec, mais il faut toujours se méfier avec les Américains parce qu'ils ont eu beaucoup de programmes voués à l'échec qui, sur le long terme, se sont affirmés. En fait, je pense, et c'est une position assez forte que je prends aujourd'hui devant vous, elle est partagée par beaucoup de gens, donc j'en ai pas l'exclusivité. Je pense que les bateaux gris sont très intéressants, mais je pense que ce qui fait tourner la géopolitique des mers, en tout cas en temps de paix, c'est plutôt ça. C'est-à-dire les bateaux de commerce, qui définissent, en fait, déterminent, donc je dis au moins en temps de paix, largement les enjeux. Ici, vous avez l'EMA Maersk, 18 000 TEU, donc équivalent 20 en français, ce qui correspond à globalement 9 000 conteneurs. Et on compte, la plupart des conteneurs sont des conteneurs de 40 pieds, et donc l'unité de mesure est de 20 pieds, donc vous faites x2 et vous avez le chiffrage. Donc 18 000 TEU, c'est-à-dire 9 000 conteneurs. 9 000 conteneurs, sachant que les unités actuelles font plutôt autour de 23 à 25 000, c'est entre 1 milliard et 2 milliards, c'est les estimations des experts, de dollars par bateau et par voyage. Donc c'est quand même considérable. Clairement, je pense qu'il faut aller chercher, on va parler de conflictualité, on va parler de guerre, on va parler de beaucoup de choses, mais il faut aller chercher du côté commercial, et je vous expliquerai aussi un peu plus rapidement pourquoi. Donc ça, c'est vraiment ce qui va structurer, ces deux premières diapos qui va structurer mon propos. Tout d'abord, il faut constater quelque chose, que les liens entre les hommes se font beaucoup par voie maritime. Il y a un commerce maritime en plein essor. C'est un essor quasiment exponentiel. 5 milliards de tonnes en 1970 et on est à plus de 22 milliards de tonnes actuellement, en 2020. Donc, c'est quelque chose qui est considérable et en un temps record. Donc, le commerce maritime a suivi une tendance exponentielle. Deuxièmement, la taille des navires, je vous ai parlé tout à l'heure, et de la taille de ce EMA Maersk, qui est un navire de 2006 qui fait 18 000 équivalent 20 pieds, et là nous sommes sur des formats de 25 000. Donc la taille des navires, il y a une forme de gigantisme, la taille augmente. Par ailleurs, la spécialisation des navires augmente également, avec une spécialisation avec des terminaux.
Deuxièmement, il y a un lien informationnel. On peut penser aux messageries maritimes, aux postes, qui étaient portés notamment par les grands transatlantiques. On peut penser aux câbles aussi. Les câbles, c'est tout à fait ancien. Il n'y a pas que la fibre optique. Le premier intérêt pour les câbles, c'est des années 1800, le début des années 1800. Le premier câble qui est posé, c'est 1850. C'est presque 1850. Et dans les années 1860, il y a une augmentation du câblage, et notamment les premiers câbles fiables transatlantiques. 380 câbles, c'est l'estimation qui est donnée, et 1,2 million de kilomètres de câbles déroulés. Évidemment, il y a des enjeux avec ces câbles, des enjeux de communication, des enjeux d'espionnage, et une géographie des câbles, pour pas dire une géopolitique des câbles. Ensuite, il y a les migrations forcées ou économiques, 2 à 300 000 migrants par an qui traversent la Méditerranée ou passent par les voies sur les berges de la Méditerranée. C'est 20 000 morts depuis 2014, et ça, on l'oublie souvent, même si l'actualité nous le rappelle régulièrement. Puis, c'est pas que les migrants économiques ou les migrations forcées, c'est aussi les migrations dites touristiques, qui peuvent être juste des voyageurs, et ça, rien que pour l'Union européenne, c'est 410 millions. On peut aussi penser aux croisières, c'est de l'ordre de 13 millions pour l'Union européenne. Deuxième élément introductif. Il y a une permanence de la dimension géographique et des faits politiques, autrement dit de la géopolitique. Mais la dimension géographique, elle est importante, parce qu'elle entraîne la territorialisation maritime. Donc les conférences sur le droit de la mer des Nations Unies, UNCLOS, donc on parle souvent de la conférence de Montego Bay, qui est la 3e, et un domaine maritime, par exemple, qui peut être vu comme un élément de puissance. La France se targue d'avoir un peu moins de 11 millions de kilomètres carrés de domaine maritime, sachant que ce domaine maritime, il est essentiellement en outre-mer. Et quand je dis essentiellement, c'est 97%. Donc ça, c'est pareil, ça peut être considéré comme un élément de puissance. La géopolitique rime avec conflictualité, pas nécessairement avec guerre. On parle de guerre commerciale, on parle de guerre économique, on parle de guerre contre le virus. Vous voyez, ce mot, cette thématique de guerre, elle revient souvent dans le jargon. Et je pense que ça dessert aussi beaucoup l'image même de la géopolitique. Géopolitique, c'est plutôt conflictualité, et ensuite on fait des analyses multiscalaires, pour un géographe j'entends. Et le mot guerre, il faut être prudent avec. Deuxième interrogation que j'ai eue, c'est la pertinence de la notion de puissance maritime particulièrement. Parce que la puissance, c'est avant tout une capacité, celle de modifier le comportement des autres acteurs de la vie internationale. Or, il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, pas seulement la puissance militaire, j'entends les marines nationales, mais aussi la surface du territoire, donc les forces militaires, j'ai dit, la population, les matières premières, etc. Puis c'est relatif comme concept, et la question, c'est surtout la question derrière de la mesure. Comment vous mesurez la puissance? La puissance, je pense que c'est quelque chose de symbolique, mais on y reviendra. Donc voilà les deux mises en garde des constats qui sont le début de ma présentation. Alors pourquoi? Voilà. Donc ici vous avez une carte qui n'est pas une de mes cartes, qui est une carte de Jean-Paul Rodrigue de l'université new-yorkaise, qui est le grand spécialiste mondial des transports, et il nous indique sur cette carte les principales routes maritimes et les principaux goulets d'étranglement, qui sont les points stratégiques on va dire, de la géopolitique des mers. Vous voyez bien que, donc, canal de Panama, je vais de gauche à droite, canal de Panama, détroit de Gibraltar, Bosphore, pas seulement Bosphore et Dardanelles, le canal de Suez, le détroit le moins connu de tous, je pense, c'est le Bab el-Mandeb, qui sépare Djibouti, le Yémen et à la marge l'Érythrée, le détroit d'Ormuz, qui est célèbre pour ses oppositions entre Iraniens et Saoudiens, et coalition autour des Saoudiens, et le détroit de Malacca, célèbre pour sa piraterie, encore une fois, on va y revenir. Donc, ces points clés sont les points qui guident finalement tout ce qui est en lien avec cette géopolitique, on va dire de premier rang. Il y a une géopolitique plus large qu'on peut faire. Ce sont des goulets d'étranglement, et forcément dans ces goulets d'étranglement, il y a des accumulations de forces, puisqu'on va y retrouver des ports militaires, on va y retrouver des flottes, on va y retrouver aussi des ports de commerce, et on va y retrouver également le flux qui y passe. Je fais un petit point, d'où l'importance de ne pas confondre en géographie situation et localisation. Localisation, ce sont les coordonnées géographiques. Situation, c'est le contexte, c'est-à-dire ce qui va évoluer.
C'est important parce que les points qu'on va analyser sont des points qui vont de Gibraltar à Bab el-Mandeb essentiellement, parce que c'est là que se joue une longue et dure partie de diplomatie. C'est pas moi qui le dis, c'est André Villarrier, qui est un des derniers grands penseurs français des questions de géopolitique maritime. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la Méditerranée et le corridor mer Noire-mer Rouge. Il ne vous a pas échappé que depuis l'hiver dernier et essentiellement le printemps dernier, la situation a été assez chaude entre, d'une part, l'Union européenne autour du conflit Grèce-Turquie, je dis pas guerre, hein, je dis bien conflit, ça a posé des problèmes à l'OTAN et ça a, on va dire, fâché, interrogé Chypre, l'Égypte, l'Israël, la Russie. Pourquoi? Parce qu'un navire d'exploration sismique, dont je ne risquerai pas à prononcer le nom, est allé en dehors des eaux turques, commencer à faire des sondages, c'est du sismique réflexion, il me semble, à faire des sondages pour les fonds parce qu'il y a des champs gaziers. La question qui se pose, c'est... Alors, je n'ai pas entendu. Pardon, je pense que ça devait être quelqu'un vient d'arriver. D'accord, non, il n'y a pas de souci. On voit bien que ce navire est escorté sur la photo qui est très évocatrice de la situation, et qui est escorté par deux navires deux navires turcs, et on voit cette montée en tension parce que la Turquie a toujours sa rivalité ancestrale, pas tout à fait ancestrale, mais au moins sur les 70 dernières années avec la Grèce pour les questions de limites maritimes. La Turquie a également des intérêts en Syrie, la Turquie a des intérêts en Libye, et tout ça fait que il y a un contexte assez délétère à l'heure actuelle. Il n'y a pas longtemps, il y a eu des inhumations de frégates françaises, et il y a eu un jeu entre les F-16 turcs et les mirages grecs, et ça a concerné l'ensemble de la frontière. Ça n'a pas concerné juste la zone où c'était exploré. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est une première crise. Chypre, l'Égypte, Israël se posent des questions parce qu'il y a en ce moment une délimitation qui vise à établir une zone concertée d'exploitation gazière qui est au large de ces États. La Russie, elle, est un acteur important parce que la Russie contrôle, notamment depuis la prise de la Crimée, les principaux deux ports, donc un port ukrainien, qui sont Sébastopol, qui était une de leurs bases, et puis Mariupol aussi. Mariupol a une importance stratégique parce que Mariupol a permis au régime de Bachar al-Assad d'être ravitaillé. Et la Russie, est toujours en conflit larvé, on ne sait pas trop, coopération, conflit, etc., avec la Turquie pour l'accès à la mer Noire, qui est réglementé par des conventions. Je vais passer vite là-dessus. Et puis il y a la crise migratoire. Ici, on voit un débarquement en Sicile de migrants qui pose de gros soucis à l'Italie et à la Grèce. D'ailleurs, il y a des opérations dans le cadre de Frontex, notamment. Il y a l'opération Triton, menée par les marines nationales européennes, qui vise à soutenir l'Italie, l'opération Poséidon, à soutenir la Grèce, et puis il y a l'opération Sophia, qui est une opération européenne. Donc, voilà le premier point de crise. J'entends aussi dire qu'une crise des migrants qui dure plus de 10 ans, pour moi, c'est pas une crise. Pour moi, c'est plutôt tendanciel. Et ça peut être cyclique. Et je n'ai pas de préjugés là-dessus. Aucun, je fais une analyse brute, mais c'est comme ces questions de piraterie qui ont duré pendant 10 ans ou à l'échelle du monde qui durent depuis la nuit des temps. C'est pas une crise de piraterie. Voilà. C'est juste un phénomène. Les migrations sont un phénomène. Deuxième zone chaude, c'est les mers et les détroits autour de la péninsule arabique. Donc la question de la coalition arabe, de l'Iran et de la guerre au Yémen, et la menace sur les détroits et les canaux de Suez, je vous disais, c'est une longue partie diplomatique. Alors, voyez-vous mon pointeur ou pas? Oui, en principe, on voit votre souris. Ok, bon, si vous voyez ma souris, c'est parfait. Ici, vous avez le canal de Suez. Ici, vous avez le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge entre les deux. Ici, vous avez le golfe d'Aden, la mer d'Arabie, le golfe d'Oman, le détroit d'Ormuz et le golfe Persique. Voilà pour la géographie des espaces maritimes. La guerre au Yémen, c'est un tournant. C'est un tournant dans le conflit qui oppose les Arabes
arabes, j'entends Arabie Saoudite, coalition arabe, et les Iraniens. C'est une proxy war. Ça rappelle des guerres qui sont des guerres de guerre froide. Cependant, elle est intéressante pour deux raisons. D'abord parce que la coalition arabe a fait réellement le ménage des intérêts, qui sont les intérêts iraniens en mer Rouge. C'est-à-dire que le Soudan s'est rallié, l'Érythrée s'est rallié, Djibouti s'est rallié, et la Somalie, dans une certaine mesure, s'est ralliée à la coalition. Ils ont dû donc couper une partie de leurs relations avec l'Iran et couper aussi des relations avec le Qatar. Et c'est joué ici, pendant la guerre du Yémen, une grosse partie d'échecs entre la puissance de nuisance maritime iranienne, qu'on avait déjà vu à Hormuz avant, et la puissance de la coalition et de ses alliés. À l'heure actuelle, donc il y a eu des attaques par les Houthis, les rebelles anti-coalition arabe soutenus par l'Iran, sur des bateaux qui transitaient dans le sud de la mer Rouge et dans le Bab el-Mandeb, le détroit du Sud. La question est de savoir si ces attaques, qui étaient appelées terroristes par la coalition, étaient vraiment du terrorisme. Non, c'est un conflit, donc on peut considérer qu'un tir de RPG ou ce genre de choses, ou une mine posée, ça fait partie d'un conflit irrégulier. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis 2018, il n'y a plus de ports contrôlés au Yémen par les Houthis, non pas les rebelles. La coalition a réussi à sécuriser la zone d'Aden, mais aussi à prendre la zone de Hodeïda, Al-Hodeïda, qui est un des ports les plus importants. Et on voit très bien qu'il y a une volonté d'embargo de blocus pour rendre la situation invivable pour la population et donc pour faire lâcher les Houthis. Et ça, c'est une question qui est importante parce qu'elle s'est décidée par la mer et par le blocage des ports. Donc vous voyez bien que faire de la mer Rouge une sorte de lac arabe, ce n'est pas vrai, il y a du flux, etc. Et il y a des navires de guerre américains, des navires de guerre français, européens qui transitent, chinois, indiens, etc. Ça a été quand même un enjeu parce que la coalition arabe ne pouvait pas se permettre d'avoir, notamment je pense à l'Érythrée et à la marge au Soudan, d'avoir des postes de ravitaillement qui pouvaient héberger des navires de commerce ou des chalutiers ou des petits navires de pêche qui allaient poser des mines. En vérité, le détroit de Bab el-Mandeb, il est difficilement bloquable. Hormuz, c'est un peu plus problématique. Il est difficilement bloquable pour deux raisons. D'abord parce que c'est un flux très important pour le commerce, et puis deuxièmement parce qu'il y a quand même une concurrence des enjeux, enfin des bases, notamment à Djibouti, mais également maintenant des bases arabes en Érythrée, des bases arabes au Soudan, des bases russes, une base russe, ça vient d'être signé il y a un an au Soudan. Et la question qui se pose, c'est la question de savoir à quoi sert cette concurrence stratégique. La Chine a une base qui peut entretenir 10 000 hommes, paraît-il. Et on voit souvent leurs navires postés sur le port de Djibouti, qui sont le nouveau port de Djibouti qu'ils ont contribué à construire. Donc l'accumulation de tous ces acteurs fait qu'il paraît peu probable que dans un avenir prochain ou même semi-lointain, il y ait un blocage de cet endroit-là. Voilà. Il reste à quand même évoquer le problème du Sinaï, puisque vous voyez le Sinaï, qui est la péninsule en haut ici, est contigu au canal de Suez, et les Égyptiens ont bien du mal à endiguer, alors là pour le coup, ce qui est à la fois une rébellion et appuyé aussi par des mouvements terroristes. Troisième zone chaude, la mer de Chine et l'expansion rapide de la marine chinoise. Il est très difficile d'évaluer l'expansion de la marine chinoise et beaucoup de chercheurs qui se cassent les dents en ce moment. Je ne vais pas prendre de grands risques, je vais donner une fourchette moyenne, on va dire, 350 navires, plus les gardes-côtes, avec une construction rien que pour la marine de 20 navires par an. Construction moyenne de 20 navires par an. C'est là qu'il ne faut pas confondre le tonnage, le nombre de navires et les capacités de la marine. C'est-à-dire que la Chine a, paraît-il maintenant, la première marine du monde en nombre de bâtiments, mais il y a de grandes interrogations sur sa capacité notamment à déployer à longue distance des unités. Ils ont évacué leurs ressortissants de Libye en 2011, 2012, je ne sais plus, leurs ressortissants du Yémen en 2014, au début de la guerre du Yémen. Et en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de marque d'activité importante de la marine chinoise dans l'océan Indien ou même plus au nord.
Par contre, dans le Pacifique, par contre, dans la mer de Chine, et notamment la mer de Chine du Sud, il y a une vraie volonté de mettre la main sur ces territoires. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les États-Unis, par exemple, n'ont pas ratifié la convention de Montego Bay qui base toute la territorialisation des mers, mais la Chine a ratifié. Les États-Unis n'ont pas ratifié, mais l'appliquent. La Chine l'a ratifié, mais ne l'applique pas. Et la Chine se permet donc de bunkeriser certaines îles, enfin plutôt donc la mer de Chine du Sud, c'est ici, et les îles qui sont visées, c'est essentiellement les îles Paracels et les Spratleys. Il y a toute cette communication chinoise sur la ligne des 11 lignes, les 9 lignes qui sont revendiquées. Ça inquiète évidemment les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam. Et voilà ce qui se passe. Je vous ai fait une petite animation. Donc ça, c'est des clichés Google Earth que je suis allé chercher il y a quelques jours. Voilà en 2014 le récif de Fiery Cross. Donc un très beau récif corallien, etc. Probablement des belles vagues. Voilà en 2015, entièrement emblayé, probablement par du sable madréporaire qui est extrait sur d'autres récifs avec, on voit ici les barges. Et puis là, on est en 2019. Donc vous voyez, ça ressemble plus du tout à un beau récif ou à un lagon. Ici, on a une piste de 3 km de long. On a des installations militaires qui sont typiques, installations chinoises typiques, et on retrouve ce type d'installation, alors sur plusieurs récifs comme cela, on retrouve typiquement la même architecture sur la base de Djibouti, donc c'est-à-dire à l'entrée du Bab el-Mandeb. Donc cette question de territorialisation, c'est une question clé pour les Chinois. Les Chinois veulent, sous couvert de leur communication sur l'expédition de Zhang He, etc., qui est allé découvrir l'Afrique de l'Est, la Somalie, le Kenya, etc., relance une stratégie maritime. Là, à ce propos également, je m'interroge, et je reviens sur la question de la puissance maritime, si la première puissance maritime, c'est les États-Unis, incontesté, que la Chine tend à devenir une puissance maritime, et sa flotte est, soi-disant, la première flotte du monde. Si la territorialisation est de plus en plus importante, je m'interroge sur ce qu'a notamment annoncé l'ancien chef d'état-major de la marine concernant le rang de numéro 2 de la France comme puissance maritime mondiale. C'est-à-dire que la France est dotée d'une très belle marine, très efficace, avec beaucoup de compétences, mais il y a quand même, on le voit là, il y a quand même une lutte qui se fait à la fois en tonnage, une lutte qui se fait aussi en capacité. Les Chinois développent pas mal de navires différents. Les Américains, on l'a vu avec le premier exemple, ont des projets. Et il y a quand même une tentative de territorialiser le plus possible l'espace maritime, pour des enjeux économiques, aussi pour des enjeux militaires. Là, on voit une piste d'atterrissage qui n'est pas à des fins économiques. On saute un peu du coq à l'âne, on va parler de piraterie, et ce sera le dernier point sur lequel je vais insister avant de passer à quelque chose d'autre. La piraterie est essentiellement africaine en ce moment, bien qu'il y ait quand même une résurgence à Malacca et des cas éparses en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Alors là, je vous propose une carte, qui est une carte alors c'est la carte de gauche, qui est une carte des incidents sur la période 2008-2012. Depuis, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il n'y a plus du tout, à part une ou deux approches suspectes, un incident, plutôt lié à la guerre au Yémen d'ailleurs, de piraterie somalienne. Donc la Somalie, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est cet État-là qui a une façade maritime assez conséquente. Alors il n'y a plus, pourquoi? Parce que les pirates ont fait beaucoup d'argent. Il n'y a plus parce que les forces européennes et les forces des grandes marines sont intervenues pour sécuriser les flux maritimes, c'est-à-dire les navires qui sont chargés des denrées qui parcourent les routes maritimes. Et puis parce que tout simplement, au bout d'un moment, ce que je vous disais, les pirates se sont lassés et ont commencé à être jugés par leur communauté. Par contre, de l'autre côté, le golfe de Guinée, on est dans un contexte tout à fait différent. Vous voyez bien que la piraterie somalienne s'étendait sur les mers. Il y a eu des attaques qui allaient jusqu'au dans le canal du Mozambique, c'est-à-dire la partie entre le Mozambique et Madagascar. Nous y reviendrons parce que la France a un projet.
Et on voit bien, c'est une carte de 2008-2012, donc c'est quand même assez ancien. On voit bien qu'il y avait déjà des attaques au large du Nigeria et puis plus largement au large du golfe de Guinée. Par exemple, cette année, alors vous avez à Brest, vous avez le MICA Center qui gère cette question-là, et le MICA Center a sorti récemment, il y a quelques semaines, un très bon rapport que je suis allé consulter pour avoir les dernières données. Moi, je travaille pas sur ces données-là, mais je travaille sur des données qui sont autres, mais le MICA Center a sorti le chiffre de 375 événements de piraterie à l'échelle du monde en 2020. Et avec un petit bémol, c'est que c'est du brigandage et de la piraterie. Brigandage étant dans la zone portuaire ou dans la zone qui est la zone des 12 000 nautiques, c'est-à-dire les eaux territoriales. Brigandage, c'est un acte de droit commun. Piraterie, ça répond d'autres choses. La notion est très bien détaillée, notamment dans le rapport du MICA Center. Le Nigeria, 42 attaques, à lui tout seul. Et c'est une piraterie littorale. Vous prenez l'ensemble des États du Golfe de Guinée. Les États du Golfe de Guinée concentrent maintenant la majorité des enlèvements, la majorité des vols, la majorité des violences. Vous allez à Malacca, il y a plutôt des vols, plutôt des approches suspicieuses. Vous allez dans le golfe d'Aden, ici, ou en mer Rouge, ou dans ces espaces-là, vous avez des approches suspicieuses. Donc la zone la plus difficile à l'heure actuelle, c'est une zone qui ne concerne pas tellement, finalement, les grandes routes maritimes. C'est une zone qui est une zone d'exploitation pétrolière, la zone du golfe de Guinée, avec le Nigeria en tête, avec aussi la Guinée équatoriale, vous avez le Gabon, vous avez l'Angola, etc. Le point sur lequel je veux appuyer, puisqu'on parle géopolitique, c'est de dire que, en fait, c'est une zone, on va dire, où, et ça c'est la carte de droite, où se côtoient deux systèmes de sécurité. Un système au nord, un système au sud, qui dépendent de deux régions africaines, de sous-régions africaines, telles qu'elles sont émises dans les processus de sécurité en Afrique, reconnus par l'Union africaine. Et en fait, dès que vous avez un flou, dès que vous ne pouvez pas, notamment en Afrique, dès que vous ne pouvez pas traiter autrement que par les États, autrement que par des frontières, là, vous avez quand même une possibilité de piraterie, d'actions violentes, etc. Vous constatez aussi que ces zones-là, ce sont les zones, notamment, alors ça n'a pas de lien direct, ce sont les zones où opèrent, dans les États enclavés, des groupes armés pour lesquels nous intervenons pour sécuriser le Sahel. À cet endroit-là, au niveau du golfe de Guinée, il y a quand même la problématique des autorités qui sont éminemment corrompues et dont la corruption permet aussi ces activités-là. Et d'ailleurs, en général, les réseaux de pirates, à part les réseaux des petits voleurs indonésiens à Malacca, quand je dis petits voleurs, c'est mon collègue Eric Frécon qui dit qu'ils sont des pirates des villes et pirates des champs, donc pirates des villes, les grands réseaux, pirates des champs, mais les petits réseaux qui prennent la barque et vont voler l'argent du bord. Là, nous ne sommes pas du tout sur ces modalités-là, nous sommes sur des réseaux qui sont bien, alors que ce soit en Somalie ou que ce soit ici, sur des réseaux qui sont quand même très structurés. Et cette résurgence de la piraterie, depuis la fin de la guerre froide, elle est visible notamment au large de l'Afrique et notamment en Asie du Sud-Est. Et voilà les derniers éléments que je veux vous montrer. Là, vous avez vraiment les routes, pas juste un trait, les routes et l'empreinte que marque chaque navire sur le globe, sur les mers du globe. Et vous voyez bien que dans le Pacifique, par exemple, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de ports importants, notamment entre Asie et côte ouest américaine. Vous voyez bien que dans l'Atlantique, c'est pareil, il y a une distribution des routes qui est importante. Et vous voyez bien que sur la zone Gibraltar, Bab el-Mandeb, jusqu'au détroit de Malacca, vous avez une concentration du flux. Et que ce flux, même dans les pires périodes de terrorisme ou récemment de piraterie, ce flux n'a pas du tout contourné, comme l'avaient prédit certains experts, par le cap de Bonne-Espérance. Il est resté là parce que un flux maritime, c'est un flux qui est éminemment mondialisé, qui est la raison d'être de l'économie mondialisée à l'heure actuelle et qui également sera protégé parce que il faut ça pour faire fonctionner l'économie. Donc, ni la piraterie, ni le terrorisme n'ont fermé Bab el-Mandeb, n'ont contraint les navires à se dérouter. Ils se sont un peu éloignés des côtes et ça s'arrête là. Alors,
deux éléments qui vont peut-être vous surprendre. D'abord, le poids, la valeur en US dollars de tous les navires des grands ensembles continentaux. On voit bien que l'Europe 41%, l'Asie et Océanie 41%, l'Amérique, notamment menée par l'Amérique, par les États-Unis d'Amérique et le Canada, 16%, et l'Afrique 2%. Donc deux puissances, on va dire, deux groupes de puissances européennes d'une part, asiatique et océanique de l'autre, surtout asiatique, et on va dire un pôle important qui est l'Amérique. L'Afrique n'existe pas à l'échelle maritime. Et c'est vrai aussi pour les ports dans une certaine mesure. Quelles sont les puissances qui font plus de 50% de, finalement, les puissances, les États, pardon, qui font plus de 50% de cette valeur en dollars US? La Grèce, le Japon, les États-Unis, la Chine, la Norvège, Singapour et l'Allemagne. Et voilà, là vous avez les principaux États dont les navires sont impliqués dans le commerce mondial. Et alors, je ne parle pas des pavillons de complaisance, je parle que c'est vraiment la propriété effective et ça agit pour les intérêts des États. La Grèce, on sait pourquoi, parce que ça a toujours été un pays d'armateurs, et la Grèce aussi a beaucoup de paradis fiscaux, etc. Le Japon est donc, malgré sa marine, qui n'est pas vraiment une marine, ce sont des forces d'autodéfense, un acteur important, les USA un acteur important, et la Chine. Ce qui est intéressant de voir avec la Chine, c'est que si vous mettez bout à bout la Chine, Singapour, Hong Kong et tout ce qui relève des intérêts chinois, vous arrivez à 15% à peu près. Et le seul État européen en dehors de la Grèce et de la Norvège, pour des raisons qui sont des raisons pétrolières essentiellement pour la Norvège et grecques pour des raisons de grands armateurs connus, et ben en fait c'est l'Allemagne. Deuxième constatation. En fait, je vais vous le dire crûment, j'en ai marre qu'on parle tout le temps du pétrole en géopolitique. Le pétrole en géopolitique, notamment maritime, c'est pas tout. Croire qu'on peut pas, par exemple, le détroit d'Ormuz, poser des problèmes. Bah, par où sont passés les Saoudiens? Ils ont fait des pipes qui arrivent à Yanbu qui est un port de l'ouest de la mer Rouge. Donc on peut bien se passer de deux détroits importants qui peuvent être bloqués, Ormuz, bon Bab el-Mandeb je ne pense pas qu'il soit bloqué, mais quand même, Bab el-Mandeb, et puis charger à Yanbu et être dans des eaux qui sont des eaux beaucoup plus simples à gérer. Par ailleurs, deuxième argument. L'argument, c'est que le pétrole maintenant, comparé aux conteneurs et aux vracs secs, vous voyez la courbe, une courbe en bleu clair et une courbe en bleu foncé, c'est peanuts, pour parler vulgairement. C'est-à-dire qu'on est ici sur une courbe quasi exponentielle pour le vrac, dont le conteneur. J'ai fait vérifier par la Commission des Nations Unies. Je leur ai écrit un mail pour qu'ils me confirment qu'il y avait bien le conteneur inclus. Et on voit bien que le pétrole brut et raffiné, si à ça vous rajoutez en plus le gaz et tous les autres produits issus des produits gaziers, ben en fait ça compte maintenant pour une part qui est très en dessous, et pas avec une tendance exponentielle du tout pour le coup, très en dessous de tout ce qui est vrac, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, et container. Alors, le container, c'est la mondialisation. C'est des boîtes standardisées, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui permettent de mettre un peu ce qu'on veut dedans. Ça va des aliments, aux télés, aux ordinateurs, aux t-shirts, aux motos, aux voitures. Et quand vous en transportez effectivement pour 1 milliard, voire 2 milliards de dollars à chaque trajet, vous comprenez bien qu'il y a quand même un intérêt, il est géopolitique, ou géoéconomique, ou tout simplement économique. Donc on va regarder les grands ensembles. Alors le conteneur, la progression, donc là c'est mon schéma ici, là, à droite. En 2010, il y avait à peu près 550 000 conteneurs de manipulés, de manutentionnés dans le monde, et on est à plus de 800 000 en 2000, alors j'ai pas bougé la petite fenêtre, en 2019. Ce qui fait qu'en 2017, vous avez 753 millions de conteneurs manutentionnés, donc c'est des EVP, donc il faut diviser par 2 si vous voulez le conteneur le plus répandu. Donc, c'était l'ensemble du monde. La Chine, 214 millions. Les États-Unis, 51 millions. Et la France, grande puissance maritime, je le rappelle, selon certains, 7 millions. Voilà. Donc, la France, d'un point de vue économique, n'est pas aussi grande que ce qu'on veut bien dire. 7 millions manipulés où? Essentiellement au Havre, premier port à conteneurs français, et à Marseille. Qui sont des ports classés respectivement 66e cette année en termes de traitement des conteneurs et 111e, je crois. Dernier élément avant ma conclusion. C'est quoi une guerre économique? Une guerre économique, là, l'auteur, Lauriane Larocco, a fait un excellent ouvrage qui parle de
des conteneurs et pourquoi les conteneurs ne mentent pas. On voit bien que Trump a perdu sa guerre économique contre la Chine. Il l'a perdu pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Vous voyez écrit là, alors c'est pas ce que j'ai mis en gras malheureusement, le déficit de la Chine seul est tombé, le déficit commercial avec la Chine est tombé, mais il reste toujours à 26 milliards de dollars avec les États-Unis. C'est-à-dire que Trump n'a pas réussi à faire souffrir la Chine comme il espérait, à fermer la frontière. Et puis, j'ai lu ça, alors c'est un article il y a quelques jours. En ce moment, les Américains ne peuvent plus remplir les conteneurs parce que les compagnies refusent de prendre des conteneurs pleins aux États-Unis, alors pour certains types de biens, pas tous, parce qu'ils préfèrent, en termes de rentabilité, envoyer des conteneurs vides en Chine pour que les Chinois les remplissent et les renvoient soit vers les États-Unis, soit vers d'autres pays, notamment l'Europe. Donc vous voyez bien que parler de guerre dans ce contexte, c'est pas très adroit, mais par contre, géopolitiquement, effectivement, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que quand vous avez une défaite claire des Américains et de Trump face aux Chinois, et que les compagnies maritimes, qui sont des acteurs internationalisés, mondialisés, qui ne cherchent pas forcément à savoir le pays d'où elles viennent, c'est du business, c'est du pur business, eh bien, vous pouvez me poser la question. Tout ça pour dire, il y a deux réalités, du moins en temps de paix et à l'échelle globale. Outre la dissuasion nucléaire, les marines nationales garantissent la liberté des mers et la circulation maritime. Et je pense que c'est pas beaucoup plus que ça. Alors, on pourrait dire la projection sur des terrains qui sont des terrains où ils vont intervenir. La capacité de projection d'ailleurs des Chinois est problématique. La capacité de projection de la marine française et des forces françaises est plutôt bonne, dans un volume limité, certes. Et ce retour sur le maritime, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est à mon avis juste une thématique médiatique, c'est allié au blue washing, c'est allié aux ouvrages qui sortent, c'est allié au sujet des concours, c'est allié à tout ça. La scène stratégique mondiale, elle est éminemment maritime et la mer et les océans sont un objet géopolitique majeur. Je pense que d'ailleurs, ça a toujours été le cas et même en moins 2000, il y avait déjà des échanges. Vous voyez, des échanges maritimes. Et que la mondialisation à cette époque-là, ça n'allait pas forcément de l'Arctique à l'Antarctique et de la Chine à l'Europe, mais ça pouvait aller quand même, et c'est pas n'importe quoi, du Yémen jusqu'à la Gaule. Vous voyez? Et donc, ces échanges maritimes ont toujours été un des nœuds de la mondialisation et du phénomène de mondialisation. Dernier élément, j'ai été trop long, je m'en excuse, la prospective à 10 ans. Alors moi, il y a 3 questions qui m'interrogent. La première, c'est la question chinoise. La question chinoise, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais la question chinoise, c'est aussi la question de Taïwan. Pendant la crise de la piraterie, les navires chinois de la République démocratique de Chine escortaient les navires taïwanais qui n'en voulaient pas en disant « mais vous êtes chinois aussi, on va vous escorter ». Voilà. Vous voyez, cette politique fine. La question aussi, donc c'est sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, son influence, et la question aussi pour le Japon. Là-dessus, je vous invite à relire, malgré tout le mal qu'on en dit, et maintenant on en dit un peu moins de mal qu'il y a quelques années, les théories de Huntington qui se posaient la question, si la Chine envahissait Taïwan, de savoir quelle serait la réaction des Japonais. Et il ne pariait pas du tout, alors qu'il est américain, sur le fait que les Japonais seraient soutenus, 1, par les États-Unis, et 2, seraient pro-américains. Il pensait à une neutralité des Japonais. C'est-à-dire que les bases seraient probablement évacuées très rapidement par les forces américaines. Et on peut se poser cette question-là quand on voit la montée de la territorialisation, la progression de la marine chinoise, même si on ne connaît pas. Et puis aussi, une chose, c'est qu'au retour de la pratique du débarquement, c'est-à-dire que les forces américaines s'entraînent pour le débarquement, les forces taïwanaises s'entraînent pour le débarquement, et les forces chinoises s'entraînent pour le débarquement. Donc, il est possible qu'un jour, il y ait un incident dans cette zone. En tout cas, c'est une zone de tension, et je pense que c'est une zone à regarder ces prochaines années. Deuxièmement, la France et l'océan Indien. La France a toujours eu une image dans l'océan Indien. Nous avons un état-major, un amiral, enfin un commandement qui s'appelle à l'Indien et qui gère toutes les forces maritimes françaises dans l'océan Indien. C'est intéressant parce que se posent 3 grands acteurs. Premièrement, la Chine qui vient parce que la France a bien sécurisé Djibouti et que Djibouti est une place idéalement placée, une situation parfaite. La Chine vient de s'installer à Djibouti, il y a quelques années déjà, essentiellement pour sécuriser
pour garantir l'accès à la mer Rouge et à l'Éthiopie, mais aussi a des intérêts dans le port de Lamu, un peu au sud de Kenya, et commence à avoir son fameux collier de perles, parfois surestimé, parfois non, commence à avoir quand même une empreinte sur cet océan Indien. Deuxièmement, l'Inde, parce que l'Inde, c'est quand même un océan, l'océan éponyme, quoi. Donc, l'Inde a un intérêt à essayer de prendre le dessus. La France et l'Inde sont en très bons termes, mais cette question se posera un jour. Et troisièmement, un acteur qu'on n'attendait plus et qui a finalement descendu de son corridor mer Noire-Méditerranée pour arriver en mer Rouge, c'est la Russie. La Russie qui a longtemps été un acteur important au niveau de la Corne de l'Afrique, et un acteur, vous connaissez l'histoire de son accès aux mers chaudes, mais un acteur qui a toujours été très prudent dans sa gestion de l'océan Indien et qui pourrait avoir des velléités. Enfin, je pense notamment au cas africain. Je vous ai dit 2% de la valeur des navires, de la valeur contrôlée. Des ports qui sont beaucoup de projets, parfois des échecs, parfois quelques réussites, et un modèle de développement qui est basé sur le corridor, c'est-à-dire une tête de pont qui est le port, qui va aller à l'intérieur du pays et désenclaver des pays qui n'ont pas d'ouverture océanique. Et comme par hasard, ces pays qui n'ont pas d'ouverture océanique sont des pays qui sont, pour la plupart, même tous, extrêmement pauvres, souvent en conflit ouvert les uns avec les autres, où la notion de frontière est compliquée, où les groupes armés se développent, le contexte social n'aidant pas, et où finalement on se retrouve avec des pays comme la Centrafrique, comme le Mali, comme le Niger, comme le Tchad dans une certaine mesure, où se forment des groupes, une insécurité, etc., etc. Faute au développement économique, d'une part, et à des questions sociales et ethniques de l'autre. Quel est le point de vue des Chinois, par exemple, ou même des Occidentaux sur cette question-là? Le but, c'est de désenclaver cette Afrique aussi pour en tirer des ressources. De l'autre côté, la question est plus gênante. La Chine inonde, notamment l'Éthiopie ou les autres ports qu'elle contrôle, se permet d'inonder l'Afrique de beaucoup de choses, Arni comprise et Camelot y compris. Et moi, je m'interroge quand même sur cette question. Cette question, ça entraîne, alors, pas tellement la piraterie, qui est plutôt ancrée sur des réseaux, mais ça entraîne quand même une question migratoire. Je me demande si quand même un vrai plan de désenclavement de l'Afrique ne serait pas une des meilleures choses à faire s'il est bien mené. Et là-dessus, je crois qu'il y a un vrai enjeu, et qu'il y a un enjeu à 50, un enjeu à 100 ans, pour réparer d'une part tout un tas de choses qui ont été mal faites lors de la décolonisation, et surtout, on parle de l'histoire là. Il y a des choses qui peuvent être potentiellement très importantes à faire et qui sont réalisables sur un espace de temps relativement restreint, dans les 10 à 15 prochaines années. Tout ça, c'est un choix, et tout ça, ça répond à une géopolitique qui est très marquée, non pas par les bateaux gris, mais plutôt par l'aspect commercial des choses. Voilà, je vous remercie, j'en ai fini, et s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre, et s'il y a des compléments que Thomas voulait apporter, je suis preneur aussi. Alors, merci beaucoup. C'était très complet et très intéressant, passionnant. Merci. Oui, si M. Flichy veut compléter, réagir sur certains éléments, je lui laisse la parole, avec plaisir. Je pense surtout à l'Iran, que M. Flichy connaît beaucoup mieux que moi. M. Flichy, votre micro est coupé. Alors, peut-être juste une remarque d'historique sur l'Iran. L'Iran, effectivement, un rapport assez particulier à la mer, puisqu'il a dominé grâce à la mer, grâce au Golfe Persique, et même grâce à la Méditerranée orientale pendant l'époque des empires iraniens. Et à l'inverse, l'Iran a été réduit à l'impuissance par la puissance maritime conjuguée de la Grande-Bretagne et de la Russie au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on pourrait dire que l'Iran est toujours rendu à l'impuissance, bloqué par la mer. Et peut-être que l'investissement iranien sur l'arme nucléaire était peut-être pas la plus efficace pour lui. En tout cas, il est bloqué aujourd'hui depuis la mer, très concrètement. Merci.
vous laisse la parole, monsieur Le Goisier. Oui, bonsoir. Monsieur Guéziou, vous aviez parlé à un moment dans l'introduction de l'océan Indien et de la France qui avait un projet et que vous y reviendrez. Oui, ça m'est sorti de la tête quand j'en ai parlé. En fait, la question, alors la France a des soucis dans le canal du Mozambique. Elle a des soucis parce que sa territorialisation peut sembler à certains un peu abusive. Et du point de vue d'un analyste neutre, je dirais que il y a ça peut s'entendre. C'est-à-dire que Madagascar, notamment, dans une autre mesure, les Comores aussi, aimerait bien profiter de la question gazière et des questions énergétiques. Et la France se trouve dans une position assez intéressante avec le Mozambique, qui est un grand acteur de la région, parce que sa façade est très longue, et puis aussi parce que c'est un acteur frontalier avec l'Afrique du Sud, et qui le Mozambique a plusieurs ports qui desservent des États enclavés derrière sa façade, et également a des ressources naturelles qui sont intéressantes à exploiter. Une de ces ressources naturelles est le pétrole, gaz, etc. Et Total était implanté là-bas. Il se trouve que depuis quelques années, on a senti la montée en puissance de troubles, que c'est une revendication qui s'avère être islamiste, sur fond social probablement, je ne suis pas un expert du point, mais ce qui en ressort, c'est que la France aimerait bien soutenir militairement le Mozambique pour régler ce problème. C'est pas illogique parce que la France a Mayotte, parce que la France a la Réunion, des troupes mobilisables, la France a aussi Djibouti, et une capacité de déploiement dans la région qui est réelle. On ne pourra pas se déployer partout, cela dit. Et déjà, le Sahel, ça fait beaucoup. Mais il est possible que ces forces-là servent aussi à cela. Il y a eu d'ailleurs, lors du passage du cyclone dont le nom m'échappe, Kenneth, je crois, la mission Jeanne d'Arc, à l'époque, c'était mes élèves à l'époque, ont eu l'occasion d'aller aider les populations locales. Le cyclone avait balayé le pays, une partie du pays, et notamment les zones de mangrove, ont eu l'occasion d'aller aider. Donc, la France est globalement, je dirais, plutôt en bon terme. Je suis pas dans les secrets. Je lis ce qui sort, je lis les articles qui sortent. Je connais pas le pays, mais je pense que ce projet, Total vient d'exfiltrer de rapatrier tout son personnel, et le projet est quand même un projet énergétique intéressant. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que le pétrole ça n'existait pas, et que le gaz ça n'existait pas. J'ai dit pour l'utiliser. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt, on va dire, majeur dans la région en termes de routes maritimes. Par contre, il y a des intérêts en termes de ressources naturelles. Merci. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous poser une question, je me permettre. Je vous en prie. Qui peut couper un petit peu vos deux interventions. Aucun de vous deux n'a parlé de la route de la soie et ce projet chinois dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Alors, je crois que je l'ai évoqué, mais j'ai parlé pas dans des termes aussi clairs. J'ai parlé du collier de perles. D'accord, ouais. Et le collier de perles est en soi la route de la soie. Bref. Et Djibouti est un des maillons de la route de la soie, premier déploiement chinois militaire en Afrique. Pas premier déploiement chinois en Afrique, ils étaient déjà un peu partout, vous le savez, l'histoire de la Chine-Afrique, ça remonte à très longtemps. Et c'est pas toujours, parfois c'est funeste, c'est-à-dire parfois il y a des dizaines, des centaines de travailleurs chinois qui disparaissent du jour au lendemain. Voilà. Notamment, je pense au Sud-Soudan, notamment, je pense à ce qui a pu se passer en Éthiopie il y a quelques années, dans le sud de l'Éthiopie, enfin dans le sud-est de l'Éthiopie. Je pense aussi à d'autres choses, mais il y a vraiment une empreinte de mémoire. Je rentre d'un grand voyage. Ils sont aussi aux Seychelles, ils sont au Pakistan. Ils ont des installations qui se multiplient. Ils sont au Kenya, à Lamu, où effectivement, le port est en train de se construire tranquillement. C'est un projet qui a 15 ans de retard, mais qui se construit tranquillement, avec quand même le fait que les autorités kenyanes ont truandé. C'est un projet qui est un projet de plusieurs milliards de dollars, rien que pour le port, et l'électrification, etc.
et le fait aussi qu'ils veulent le connecter avec Mombasa, et que sur cette question de voie ferrée, sur la question du port, il s'est passé des choses qui ont été du détournement et de la corruption massive, et les Chinois ont été un peu énervés. Néanmoins, connaissant les intérêts chinois, notamment vis-à-vis d'Éthiopie, qui est un peu un protégé, l'Éthiopie est un peu le neveu des Chinois. Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'Éthiopie est un État souverain, mais ils sont très très liés maintenant. Et donc, du coup, ne dépendre que de Djibouti est un problème pour l'Éthiopie. Les ports Assab et Massawa, les ports érythréens, sont des ports qui sont fermés pour l'instant, largement fermés. Mais par contre, avoir une autre voie qui remonte vers l'Éthiopie et surtout vers le pétrole du Sud-Soudan, ça c'est intéressant pour les Chinois. Voilà. Ok. Je vais laisser peut-être M. Clichy, si vous voulez intervenir sur cette question-là de la route de la soie, puisque c'est vrai qu'on a pu voir que la Chine a été la première touchée par l'épidémie, mais au final, il y a peut-être eu un rebond aussi de leur côté, et puis ils ont peut-être pu profiter de la situation. Je ne sais pas si vous avez l'un comme l'autre un avis sur la question, et peut-être avec l'effet Covid en plus à ajouter. Je ne sais pas s'ils ont profité de la situation. En tout cas, la route de la soie, effectivement, c'est une volonté ancienne de la Chine de se connecter finalement à l'Eurasie par la voie de terre. Peut-être parce que la Chine anticipe que ça sera plus compliqué de transporter des marchandises par voie de mer dans les décennies à venir. Peut-être parce que la Chine anticipe que dans un siècle, il est possible que la marine américaine soit incapable d'assurer la sécurité maritime. Donc ça, c'est pour des perspectives à long terme, pour expliquer cette connexion de la Chine, cette fabrique de la route de la soie avec des haltes au Pakistan en particulier, dans une concurrence avec l'Inde. Mais finalement, cette route va faire transiter des marchandises qui nous profitent à nous, et on voit bien que des nations essayent aussi de négocier séparément avec la Chine. On peut penser à l'Angleterre qui quitte l'Europe, essaye de négocier un deal spécial avec les États-Unis, mais aussi un deal spécial avec la Chine. Moi, je pense surtout, et c'est très complémentaire, à la Grèce et à l'Italie. La Grèce, le port d'Athènes est un port chinois maintenant. Et les Chinois ont profité. Alors, tout ça peut changer vite, parce que la nationalisation, ça marche ça marche en Chine, ça marche aussi en Europe. Donc, il faut pas être dupe de ça. Et je pense à ça dans le petit cas djiboutien, quand ils ont mis les Émiratis, la société Dubai Port World dehors, parce que la Chine arrivait, ils ont nationalisé, finalement, quasiment. Donc, la Chine joue ses cartes. Elle joue ses cartes à terre. C'est très juste, et je souscris parfaitement. Elle joue ses cartes aussi en mer. À terre, c'est une route de la soie terrestre. En mer, c'est une route de la soie maritime. Et je pense que c'est une stratégie de diversification qui est plutôt intelligente. Je suis pas spécialiste de la Chine. Je vois juste que ils sont en train quand même d'avoir une forme d'affirmation, et notamment, je suis géographe, d'affirmation territoriale. Très bien, merci pour ces deux réponses assez complémentaires en tout cas. Je vois que Thomas, tu as une question de Facebook, si je te laisse la poser. C'est ça, alors question de Facebook, c'était pour savoir qu'est-ce que vous pensiez de la position de la France sur les îles Glorieuses Europa dans le canal du Mozambique, face au refus de les céder aux Malgaches qui les réclament, alors que historiquement elles étaient administrées par Madagascar, puis elles ont été transférées administrativement à la Réunion juste avant l'indépendance de la première. Bon, si vous faites votre mémoire là-dessus, vous êtes mal, parce que je vais vous donner un avis qui est neutre, mais non, en fait, il y a deux choses. Diplomatiquement, je connais pas le cas. Je connais le problème, mais je connais pas le cas, je sais pas où ça en est. Ma position personnelle, vous me posez une colle. Je pense que, tout simplement, certains États ont une action qui est une action maritime visible. C'est le cas de la France. D'autres pas. Bon. Est-ce que les Malgaches avaient... Alors, c'est toujours le problème, colonisation, décolonisation, le débat est tendu. Est-ce que les Malgaches ont les moyens d'assurer, par exemple, la sûreté maritime, la sécurité maritime? Donc, sûreté, c'est par exemple contre la piraterie, sécurité, c'est le gars qui tombe à l'eau.
Est-ce qu'ils ont les moyens d'assurer ça? Difficile. Prenons un autre État de la région, les Comores. Compliqué. Prenons les États de la façade Est. Qui a une flotte? Pas grand monde. Donc je pense que effectivement la France est légitime. La demande malgache se comprend aussi. Donc balle au sens, monsieur l'arbitre. Et puis voilà. C'est plus des questions de territorialisation maritime, de domaine maritime, que ce ne sont des questions de géopolitique, que ce ne sont des questions qui vont se poser immédiatement, je pense. On n'est pas sur une route majeure, on est sur une route, on va dire secondaire, pour pas dire tertiaire, pour pas dire pire. Il y a des enjeux énergétiques, ok. On a les capacités de tenir ces îles. Enfin, c'est un grand mot. Hein. Donc, je pense que malheureusement ou heureusement, la situation ne bougera pas. Voilà. Après, moi, je suis neutre. Je n'exprime pas sur réellement ce que je pense. Voilà. Merci. Monsieur Flichy, je sais pas, vous voulez peut-être ajouter quelque chose vis-à-vis de cette question? Non, je ne connais pas vraiment bien la question. Je vois juste que le président de la République s'est effectivement arrêté aux îles Glorieuses. Donc on peut parler, c'est peut-être partie de la communication, de la stratégie de communication présidentielle de se rendre sur ce territoire pour affirmer la souveraineté. Voilà, c'est aussi peut-être au-delà des aspects potentiellement stratégiques, une action de communication. Donc voilà. Il y a effectivement une souveraineté française sur ce territoire, il y a un petit détachement, mais il n'y a pas de grands enjeux. En revanche, on peut communiquer là-dessus, ça permet de faire parler de soi. Le cas de Clipperton est assez intéressant. Hein. Clipperton, dans l'océan Pacifique, au large du Mexique, Clipperton, c'est un des exemples les plus parfaits de souveraineté maritime plus ou moins bien assumée. Et Clipperton, c'est pas grand-chose, c'est une borne au milieu de l'île, et c'est un cercle parfait, c'est quasiment l'île idéale en fait, vous savez, le point, et c'est un cercle parfait en termes de territorialisation, selon la Convention. Donc vous avez vraiment 200 000 nautiques autour, un cercle parfait sur les cartes de l'océan Pacifique. Et c'est le cas de beaucoup d'atolls, etc. C'est pour ça que la communication, c'est très juste. Souvent, on entend parler, on voit un reportage sur TF1 sur Clipperton, parce qu'il y a des marins qui ont accepté de prendre à bord, des journalistes, pour montrer que Clipperton, c'est bien chez nous. Voilà. Et ça, cet aspect communication, je pense qu'il n'est pas sous-estimé, et qu'à l'heure actuelle, lors de la communication et de l'information, il est même, je pense qu'il est même assez important. La communication chinoise, on parlait de la Chine, extrêmement performante. La communication russe, voilà, on adhère pas, on voit ce que c'est. La communication française, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente. Et elle l'est, mais les objectifs à la fin sont les mêmes. Et la communication est une communication tournée vers l'autre. C'est pas forcément une communication tournée. Alors elle peut être tournée vers le monde maritime français, ou vers les forces. L'ancien chef d'état-major de la marine, quand il dit la France est la deuxième puissance maritime du monde. Déjà, il s'engage beaucoup. Déjà, se pose la question, première puissance maritime d'Europe. Oui, maintenant que le Brexit est passé. Voilà, je pense que l'Angleterre, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne ont fait preuve de leur capacité de puissance maritime, même si leur dernier déploiement lointain, c'était contre les Argentins. Et surtout, cette communication, ça permet deux choses. Ça permet pour la Marine nationale d'avoir ses projets financés et ses lignes budgétaires. Donc, ils communiquent vis-à-vis du gouvernement, ils communiquent vis-à-vis de leurs hommes, puisqu'on donne aussi un sens aux hommes, et puis ils communiquent vis-à-vis des autres. Les autres se disent peut-être attention. Voilà. Maintenant, j'ai une collègue qui disait que la mer c'est le territoire de l'action. Je souscris complètement. La mer c'est le territoire de l'action. Pourquoi? Parce que là vous n'êtes pas présent sur le territoire maritime. Quand vous n'êtes pas présent, la terre aussi d'une certaine manière. Mais quand vous n'êtes pas présent, quand il n'y a pas un bateau pour vérifier que la pêche est bien légale, ben vous ne pouvez pas vous plaindre après. C'est-à-dire que les gens vont faire ce qu'ils veulent.
qu'ils veulent. C'est plus simple, si vous voulez, de passer les barrières en mer que de passer les barrières sur terre. Voilà. D'où les pêches illégales, d'où les questions de migration, d'où les questions de piraterie, etc., etc. C'est des questions qui se vérifient encore avec les questions du Brexit, par exemple, où c'est encore des questions de frontières maritimes, d'espace maritime. Parfaitement. La question est aussi la capacité de l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, je dis Angleterre parce que je dis anglais, c'est ça qui me vient en premier, non, la capacité de la Grande-Bretagne à assurer sa survie. Moi, je suis à Dunkerque, je suis sur le détroit, je coordonne un projet qui est sur les détroits maritimes, donc on est vraiment en plein dedans. Quand on voit spatialement ce que ça représente, les terminaux de ferry, l'entrée, et puis économiquement, l'entrée du tunnel sous la Manche, tous les supermarchés qui vendent divers produits européens, essentiellement l'alcool, quand on voit que la majorité de tous les produits frais importés en Angleterre, et pour le coup en Angleterre d'abord, puis après en Grande-Bretagne, proviennent des camions qui sont sur les ferries, qui passent par le tunnel, en fait, on se rend compte quand même que l'Angleterre, le Royaume-Uni, a joué un jeu dangereux et que dans les négociations, ça a pesé lourd. Cette histoire et ça joue pour beaucoup de choses. Ça joue pour beaucoup de choses, pas que pour le passage de frontières, par exemple. Le passage de frontières, qui était très facile avant, devient compliqué. Donc, à l'échelle humaine, on peut plus faire un aller-retour sur Londres. Et ça, c'est une question qui se décide aussi en mer. C'est la question des pêcheurs. La question des pêcheurs, de la négociation sur est-ce que les pêcheurs français pourront toujours profiter des eaux britanniques. Voilà, la question aussi de la coopération maritime avec un État qui reste dans l'OTAN, qui en termes de défense sera toujours européen, mais plus autant européen qu'avant. Est-ce qu'ils vont contribuer aux opérations maritimes, militaires européennes? La question se pose. Et la question se pose aussi du fait de l'Écosse. Est-ce que sécession ou non, puisque l'Écosse c'est quand même une grande frontière maritime au sein du Royaume-Uni, retour à l'Europe ou non, il y a aussi ces questions-là avec encore des richesses pétrolières et énergétiques à la clé. Et, je sais pas si vous voulez réagir. Alors, le cas écossais, je le connais peu. Je sais qu'il y a des installations assez dantesques dans le nord de l'Écosse. Cela dit, c'est des questions qui sont propres à la Grande-Bretagne et je pense que c'est plutôt de la politique interne. Donc, moi, d'un point de vue, si je vous fais un exposé sur la géopolitique des océans ou des mers et que je réponds que voilà, je pense qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont des enjeux énergétiques. Il y a des enjeux aussi parce que les ferries partent pas que de France. Les ferries ils partent du Danemark, ils partent de Norvège, j'imagine, ils partent de Belgique, ils partent des Pays-Bas, et que on va avoir, d'un point de vue géographique, une différenciation spatiale marquée des espaces qui sont des espaces dynamiques d'un point de vue commerce et des espaces moins dynamiques. En ce moment, il se joue un grand jeu dans le nord de la France. C'est l'ouverture de terminaux, dans le nord de la France et puis dans le nord, le long de toute la Manche, donc parce que la Manche est l'ouverture finalement du détroit du Pas-de-Calais. Et ça se joue aussi en Belgique, et ça se joue aussi aux Pays-Bas, et ça se joue aussi au Danemark. Donc l'enjeu principal, c'est de se dire que finalement, il va y avoir une recomposition, on ne sait pas trop laquelle elle va être, et ça dépendra des accords commerciaux, ça dépendra des accords qu'ils auront avec les Américains, qu'ils auront avec l'Asie, qu'ils auront un peu avec tous les gens avec qui ils renégocient. Et ça va par exemple, pour Dunkerque, c'est une opportunité. Il y a maintenant DFDS, société danoise, qui a une ligne régulière avec l'Irlande. Donc avant, ils faisaient des sauts de puce, on allait d'abord en Angleterre, puis on passait au Pays de Galles, et puis on allait en Irlande. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, ça va directement en Irlande. L'Irlande étant restée dans l'Union. Voilà. Donc, ça recompose les territoires. Et ça aussi, c'est de la géopolitique, à une autre échelle. La géopolitique, c'est multiscalaire. Très bien. Merci pour cette réponse. J'ai vu que Abbas, tu avais une question, tu as élevé la main. Je ne sais pas si tu veux toujours prendre la parole. Si ta question est toujours d'actualité. Alors, à défaut, je ne sais pas si Abbas est toujours là. Je vais donner la parole à Maxime, en tout cas. Abbas, c'est bon. Maxime, tu auras la parole après. Je te laisse poser ta question, vas-y. Ok, bonsoir.
En fait, moi, j'aimerais poser une question un peu plus de portée générale, pas forcément en relation avec le maritime, mais bon, qui rejoint le sujet. Je me demande, en fait, est-ce que la France, l'Europe, la France en particulier, qui est un partenaire historique de l'Afrique, n'est pas en train de perdre du terrain vis-à-vis des puissances montantes comme la Chine, la Russie en Afrique, de par sa manière d'aborder la géopolitique en Afrique, puisque son action en Afrique contribue à augmenter le sentiment anti-français. Les populations africaines ont une conception de la présence française en Afrique comme étant une présence d'occupants. Et je me réfère récemment moi je viens du Mali, précisément. La semaine passée, il y avait une manifestation au Mali pour réclamer le départ de l'armée française du Mali. Voilà. Est-ce que il faudrait pas que la France revoie sa manière d'aborder la géopolitique en Afrique, qui fait que la Chine, elle pose ses cartes, elle profite de ça pour poser ses cartes et de gagner du terrain. Je sais pas, Thomas, vous voulez intervenir là-dessus? Je me demande si M. Flichy est pas parti. Ah. Je lui ai envoyé un message pour savoir. Une déconnexion? Peut-être. Bon, je peux en profiter pour répondre en ce cas-là. Merci de votre question, Abbas. La question est compliquée. Encore une fois, l'histoire n'aide pas. Moi, je en parle très librement parce que je pense que à la base, je suis pas responsable de ce qu'ont fait mes arrière-grands-parents. Enfin, je dis ça théoriquement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur l'action française. Effectivement, quand on voit, alors je prends le cas des espaces que je connais le mieux, mais j'ai travaillé aussi sur ce qui est devenu le G5 Sahel quand j'étais dans un projet de recherche. Voilà, avant, en tout cas sur l'espace, et en plus pas pour un acteur français, pour un acteur africain et après pour un acteur japonais. Est-ce que vous croyez qu'avec 5000 hommes, on peut redresser des problèmes qui sont structurels dans les armées nationales qui sont que nous formons? Ça, c'est la première question. Et quand je dis nous formons, on sait bien que ça a ses limites. Il y a eu là une annonce encore faite sur une centaine de terroristes tués par les forces maliennes et françaises, je crois. Françaises, ouais, les deux. Et moi, je pense que ce sentiment anti-français, notamment au Mali, et même dans les endroits que j'ai fréquentés, Djibouti, etc., le Cameroun aussi, on entend souvent dans la rue des gens dire dehors les Français. La question, c'est qu'est-ce qui va arriver après? Les Américains, les Chinois, les Russes. Et quand on pose la question à la population, en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Je dis pas que c'est la vérité. C'est ce que j'ai vécu avec ma petite expérience africaine. J'ai pas votre expérience africaine. En fait, c'est pas forcément lié à notre présence, la présence des Français. C'est pas nous en tant qu'individus. C'est peut-être un ras-le-bol lié à des choses qui sont racontées, à des rumeurs, au sentiment que les gens ont l'impression que la France est en train de faire du néocolonialisme. Peut-être certaines entreprises. En tout cas, moi, personnellement, je le fais pas. Et la plupart des chercheurs non plus. Et je pense que la majorité des forces impliquées en Afrique sont des gens qui font leur métier exceptionnellement bien. Il y a toujours des problèmes. Mais voilà. Et qu'ils font d'une manière très importante. Pour le cas malien, je pense que la question est géographiquement assez différente. Vous allez avoir des gens qui vont dire oui, c'est une force d'occupation, je comprends tout à fait. Des gens qui vont dire oui, mais l'intervention décidée par le président Hollande, elle a empêché la prise de Bamako. Ouais. Voilà. Et la prise de Bamako, ça aurait été peut-être une catastrophe. Enfin, c'est même certainement une catastrophe. La reprise de Tombouctou, de Gao, les problèmes sont toujours là. On est d'accord, il y a beaucoup de problèmes. Mais je ne sais pas si c'est la faute de la France et si la France est une armée d'occupation. Quand on est une armée d'occupation, pas forcément la faute. En fait, moi, je remets pas de la présence de l'armée française en Mali. Au contraire, elle est tout à fait justifiée.
Mais les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui contribue à instaurer ce sentiment, qu'est-ce qui contribue à instaurer ce sentiment de anti-français et face à une armée qui était arrivée en 2012 avec le statut des héros, et qu'aujourd'hui, en 2020, ce sentiment-là ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, il y avait des sondages récemment qui disaient que 51%, déjà en France, 51% de la population française est contre la présence de l'armée française en Afrique. Au Mali, si vous allez, vous faites des sondages et tout, il y a 3 Maliens sur 4 qui demandent le départ de l'armée française. Donc moi, je me pose une question qui contribue à... Voilà. Bon, moi, je ne remets pas en doute les chiffres que vous donnez. J'ai pas fait l'étude, donc je peux pas savoir. Je me documenterai. C'est une question intéressante. Par contre, ce que je peux dire, qui on a interrogé, que ce soit en France ou au Mali, comment a été posée la question. Ça, c'est les 2 trucs de base. La deuxième chose, on sait très bien que dans la politique en France, il y a un nombre de morts toléré, et au bout d'un moment, quand il y a trop de morts, les troupes on sait que les sondages français basculent. Ça, c'est vrai pour tous les pays occidentaux. Vous parliez de la Chine, vous parliez de la Russie. Comme je vous disais, moi, les jeunes dans la rue qui m'appellent Pagé au Cameroun me disaient on veut les Chinois, on veut les Américains, on veut les Russes. Donc déjà, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. En fait, c'est juste parce que j'étais dans une voiture officielle. Voilà. Deuxièmement, la Chine connaît ses intérêts. La France connaît aussi ses intérêts. La Chine connaît ses intérêts. Les États-Unis connaissent leurs intérêts, la Russie aussi. Il y a beaucoup de désinformation russe. Notamment des sites comme Sputnik News, des chaînes de télé comme Russia Today, des médias chinois, il y a les mêmes. Et ces médias-là entretiennent une défiance des populations vis-à-vis des Français. Pas que de l'armée, des Français. Et notamment parce que l'Afrique est connectée maintenant. Et comme l'Afrique est connectée, beaucoup de gens ont des téléphones portables, les gens ont la télévision, les gens ont le satellite. Les personnes qui votent sont connectées. C'est l'élite d'influence qui existe aussi en France, qui existe aussi. Les élections françaises ont été minées par des influences russes. Je dis pas qu'elles ont été truquées. Je dis que pendant les élections, pendant la campagne, il s'est passé des choses. L'élection américaine, c'est la même chose. Tout ce monde de l'information, de mon point de vue, il est problématique, a fortiori quand vous êtes dans des États où on pense que le prochain arrivant, ce sera le sauveur. Et malheureusement, la France ne sauve pas forcément, la Chine ne sauvera pas forcément, les États-Unis. Quant à la Russie, qui est maintenant en Centrafrique, qui a une base, qui est une installation qui sera prête au Soudan dans peu de temps, écoutez, moi j'ai envie de dire, et ça c'est une réponse standard, c'est essayer pour juger. Voilà. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Non, ça ne l'est pas. Et est-ce que les systèmes politiques africains permettront ça? Je sais pas. Je crains que non. Voilà. Merci. Appuyer votre point de vue par rapport à la prolifération des médias en Afrique, fait que les fake news ont augmenté. Il suffit de se connecter sur son smartphone et d'avoir il y a des informations fausses un peu qui circulent sur les réseaux sociaux. Et ça, justement, ça contribue vraiment à créer cette tension-là qui existe. Et par rapport à la Russie, effectivement, vous avez raison. Les gens se posent pas des questions. Ceux qui disent qu'on veut la présence de la Russie, en fait, la Russie, elle est là en Centrafrique. Ça fait, je pense, plus de 4 ans maintenant. Et qu'aujourd'hui, 2/3 du territoire centrafricain est toujours occupé par des rebelles. Donc, c'est pas forcément la solution. Ceux qui viendront, ce sont eux qui régleront le problème. La présence russe, elle est intéressante, et puis on la voit monter avec beaucoup de communication des Russes aussi. La question du vaccin, la question du Covid, qui va donner les vaccins? Ça c'est intéressant. Qui va donner les vaccins et comment? Qui a donné les masques et comment ils ont donné les masques? Qui a donné les respirateurs et comment ils ont donné les respirateurs? Les Chinois ont été extrêmement performants sur cette question. Pourquoi? Parce que les Chinois ont une stratégie de soft power qui est rodée. Ils ont utilisé une société éthiopienne, qui est la société Ethiopian Airlines, qui a un réseau africain
vous êtes africain, vous le savez, un réseau africain dantesque. Ils peuvent joindre n'importe quel pays d'Afrique. Et la branche cargo d'Ethiopian Airlines a distribué les masques, les respirateurs, etc., tous de fabrication évidemment chinoise. Et ils ont réussi, alors je ne sais pas s'ils ont inondé, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'à tous les Africains, j'en doute, mais ils ont eu cette politique. Et s'ils ont la même politique avec les vaccins, il est fort à parier que les gouvernements, les autorités, les gens seront impressionnés par ça. Par ça. Voilà. Maintenant, à savoir, effectivement, si c'est du soft power et des petites choses et que ça aide vraiment, tant mieux. S'il y a d'autres choses derrière, charge aux chercheurs, aux journalistes et aux personnes honnêtes de montrer. Voilà. Exact. Et souvenez-vous de ça, et ça c'est une bonne leçon historique. Les fantômes du roi Léopold, c'est un livre, je pense que vous l'avez peut-être lu, sur l'aventure de Léopold II, qui n'a jamais foutu les pieds en Afrique, l'aventure congolaise. C'est un livre tout à fait intéressant. C'est sous couvert de charité, sous couvert d'entreprise et de civilisation que les pires atrocités ont été commises. Donc, l'idée, c'est l'époque coloniale, c'est un autre temps. Voilà. C'est pas, en tout cas, c'est pas le même système. C'est pas le même système. Mais quand même, c'est-à-dire que on peut annoncer aux populations des miracles. De là que les miracles se réalisent, c'est autre chose. Très bien, merci. Tout à l'heure, Maxime avait levé la main. Je vais lui permettre de poser sa question si elle est toujours d'actualité. Ouais, bonsoir. Moi, c'est une question pour une autre partie du monde. C'est la route maritime par le pôle Nord. Elle est en train de s'ouvrir et la durée d'exploitation est de plus en plus longue. On a encore battu des records. Même si ça reste anecdotique pour cette année, quelles vont être les conséquences géopolitiques sur cette ouverture? Alors, j'ai un avis particulier là-dessus. Moi, c'est pas mon domaine de spécialité. Je connais bien, je lis beaucoup, je connais ces questions-là, mais c'est un domaine particulier. C'est particulier pourquoi? Parce que ça va être lié peut-être au réchauffement climatique, sûrement, parce que ça concerne surtout les Russes, voilà, parce qu'il y a des routes qui sont des routes dangereuses. Donc ça nécessite des brise-glaces, etc., etc. Les Russes ont de très beaux brise-glaces nucléaires qui font peur à tout le monde. Mais non, je plaisante, mais c'est quand même, et même des phares nucléaires. J'ai vu ça il y a pas longtemps, donc des phares à énergie nucléaire. Ok, pourquoi pas. Et c'est sur BBC qui a relayé ça, donc c'est une source crédible. Mais en fait, ça c'est l'Arlésien. C'est-à-dire que, ou le marronnier, faut choisir quoi. C'est-à-dire que tous les ans on nous dit, c'est génial, la route va s'ouvrir. Et puis, tous les ans, on fait passer, c'est sûr, un porte-conteneur en plus, 3 porte-conteneurs, 10 gaziers en plus, qui sont en plus des navires assez chers en conception, parce qu'il faut pouvoir tenir les contraintes, et notamment les contraintes de la glace, parce que le brise-glace y passe, mais derrière, il faut quand même des navires qui sont renforcés. Donc, oui, je pense qu'un jour, ça va s'ouvrir. Vous dire quand, j'en ai pas d'idée. Par contre, je vous encourage à regarder les publications de Hervé Baudu, de l'École nationale supérieure de la marine marchande, qui lui a un avis, puisqu'il est prof de navigation, je crois, en navigation glaciaire, ou quelque chose comme ça, ou arctique. Et aussi, je vous encourage à regarder les publications qui sont en anglais, qui traitent de ces sujets-là, parce que, en fait, on trouve des choses qui sont un peu différentes des effets d'annonce. La question se pose aussi pour les Canadiens, pour les Américains, et pas forcément de la même manière. Voilà. Par contre, c'est une route parfaite. Ah oui, non, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Non, ça, par contre, le problème, c'est que le commerce maritime international, il a besoin de points d'éclatement. Le système maritime international, qui est la route qui fait tout le tour du monde, n'est pas une route qui se fait par un navire qui fait pas tout le tour du monde, est une route de ce qu'on appelle les hub and spokes. Hub, les nœuds, et spokes, donc les nœuds sont des points d'éclatement qui vont vers des spokes, c'est-à-dire des ports secondaires. Je vous défie de me trouver autre chose qu'un point A et un point B sur la route, ou un point A, B, C, D sur la route du Nord. C'est-à-dire que, en termes de système, à mon avis, c'est pas cohérent. Ça marchera pour une ligne régulière, 2 lignes, 3 lignes, 10 lignes régulières. Alors, c'est pas comme ça que fonctionne, à l'heure actuelle, le système maritime international. Donc, ça sera toujours, à mon avis, une question qui sera marginale. Qui sera une question de l'appoint pour du gaz, de l'appoint pour des ressources produites localement, de l'appoint pour une ligne conteneurisée qui ravitaillera effectivement ces coins-là. Mais ça ne peut pas devenir une route majeure.
En tout cas, dans les, je sais pas, disons la prospective, j'aime pas, mais dans les 100 ans à venir, quoi. D'accord, c'est un point de vue intéressant. Maxime, c'est bon? Oui, très bien, merci beaucoup. Parfait. Cam, tu as levé la main, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, j'ai une question sur le détroit d'Ormuz et sur la pérennité de l'Alliance Atlantique. Est-ce que vous ne pensez pas que la pérennité de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN, est remise en question après les tensions de 2019? On les a vues sur le détroit d'Ormuz où les États-Unis ont essayé d'entraîner leurs alliés dans une crise avec l'Iran où des pétroliers ont été saisis. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que l'influence de Washington est assez néfaste sur des questions maritimes concernant l'OTAN? Et on l'a vu aussi dernièrement avec dans des tensions entre la Grèce en Méditerranée orientale, entre la Grèce et la Turquie. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Alliance Atlantique peut être remise en cause à cause de questions maritimes ou des intérêts qui ne sont pas forcément convergents se retrouvent, et aussi où Washington essaie, comme à son habitude, et aussi par rapport à la politique de Donald Trump l'année dernière par rapport à l'Iran, enfin pendant son mandat, par rapport à l'Iran, oui, c'était une politique de tension permanente. Est-ce que vous ne pensez pas que ces politiques hasardeuses, entre guillemets, de Washington peuvent remettre en cause la pérennité de l'Alliance? Merci. Alors, bon, ça dépasse très clairement mes compétences. Monsieur Fischer était là, il aurait, je pense, ouais, peut-être qu'il est de retour, non? Non, Bon, alors, la question iranienne, c'est une question d'un grand empire, on pourrait dire une civilisation, le terme est discuté, etc., qui est quand même frustré par le fait que l'allié, que l'allié américain des Saoudiens, de la coalition arabe, n'est pas, voilà, il y a de grosses tensions et des tensions qui sont liées effectivement, comme disait Thomas Clichy, à une gloire passée qui leur a été refusée maintenant. Et ça dit beaucoup de choses, je crois. Maintenant, moi, je connais pas le cas iranien. Je sais que je connais le cas maritime parce que je suis les actualités, mais je sais que là récemment, c'était un pétrolier sud-coréen qui est arrêté, ou un gazier sud-coréen. C'est quelque chose. Moi, je parle plutôt en capacité de nuisance, c'est-à-dire les mini-sous-marins, les vedettes rapides, les vidéos qui tournent sur des faux porte-avions aux dimensions américaines, enfin, je sais pas quoi. Donc, beaucoup de communication aussi, capacité de nuisance certaine, implication dans des proxy wars, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban, que ce soit au Yémen, que ce soit un peu partout, avec aussi des alliances parfois étonnantes. Et voilà. Est-ce que ça viendra du maritime? Voilà. Ah oui. Alors, moi, il y a un cas que je retiens quand même. Donc, éclatement de l'OTAN. J'en sais rien. L'éclatement de l'OTAN, c'est d'être sorti de certains éléments qui posent problème, et puis voilà. Et puis notre président a dit que l'OTAN était en mort cérébrale, c'est ça, un truc comme ça. Je ne souscris pas tout à fait parce que l'OTAN fait quand même des choses importantes. Et notamment, par exemple, pour le cas iranien, lorsqu'il fallait sécuriser les routes face à la piraterie somalienne, il n'empêche que le matériel de l'OTAN était échangé, le matériel de communication était échangé avec du matériel iranien. Parce que quand il y a un besoin important, il y a un besoin important. Voilà. Donc en fait, pour lutter contre la piraterie, on était capable de s'échanger du matériel. Alors c'est des alliances contre nature, peut-être, mais je pense qu'il y a des besoins qui sont plus impérieux que ça. Et puis après, la question Grèce-Turquie, je veux dire, elle a toujours existé pour l'OTAN. Ça a toujours été un problème. Ça n'empêche pas. Disons que ça complexifie l'affaire. Après, ma connaissance de l'OTAN, ma connaissance des dynamiques diplomatiques est limitée, donc je peux pas vous dire oui ou non. Je pense que risque il y a toujours. Enfin, ce qui est improbable est déjà probable. Je botte en touche. Hein. Voilà. Merci Sylvain. S'il n'y a pas d'autres questions, je sais pas si est-ce que quelqu'un veut intervenir, réagir ou peut-être une question particulière, peut-être plus précise sur je sais pas si on a une question même sur Facebook, mais non, oui, non. Moi, c'est vrai que je me posais la question vis-à-vis du commerce maritime et des activités même de piraterie, de pêche illégale, etc. Est-ce qu'on a un recensement
parce qu'actuellement, on a un petit retour sur l'année 2020 et sur ce qui a pu se passer avec le Covid. Est-ce qu'on a vu peut-être une augmentation des conflits en mer ou une diminution des conflits en mer avec le Covid ou avec l'activité maritime peut-être restreinte? La seule chose qui a été vraiment impactée, je crois, plusieurs tiroirs dans votre question. Premièrement, l'accès aux statistiques. Je prends l'exemple de l'Afrique, c'est celui que je connais le mieux. Qu'est-ce qu'est une bonne statistique africaine? Voilà. Même qu'est-ce qu'une bonne statistique tout court? On peut déjà se poser la question. Une bonne statistique africaine. Il y a des pays où il n'y avait pas de tests, par exemple. On ne peut pas avoir des pays qui non seulement n'avaient pas de tests, pas de tests, donc pas de cas. C'est une évidence. Sauf que des cas, il y en a. Et moi, j'ai des retours de terrain où on me dit que c'est la catastrophe. Voilà. Donc, bon. Donc forcément, le tissu social, etc., l'appauvrissement, ça va exister. Pascal Boniface disait que les Africains avaient des activités d'extérieur et que ces activités d'extérieur les protégeraient vis-à-vis du Covid. C'est mal connaître l'Afrique, les villes africaines, et mal connaître les villes africaines et les dynamiques urbaines africaines. Ça, c'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, en Afrique, les gens sont masqués, c'est qu'ils le peuvent. Donc voilà. Donc, il va y avoir un impact. D'un point de vue maritime. Par exemple, on a vu, le secteur des croisières est totalement en déliquescence. C'est fini, la croisière, c'est fini. Bon, d'un point de vue personnel, c'est un drame pour tous les gens qui travaillent dans le secteur. D'un point de vue écologique, voilà, il y a balance, quoi. Ça dépend de ce qu'on privilégie. Et en France, on a les chantiers de l'Atlantique qui sont donc voilà, qui sont un monument national. Ensuite, effectivement, il y a un impact. L'impact, il est en deux temps. L'impact, il est la Chine a son industrie à l'arrêt. Tout coûte plus cher dans l'électronique, par exemple. Essayer de trouver une carte graphique à un prix normal. Voilà. Encore une fois, très bon article de la BBC sur cette question-là, qui date il y a quelques jours, et effectivement, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça. Deuxièmement, une fois que la Chine redémarre, elle a un avantage comparatif. Et donc, dans cette guerre avec la fameuse trade war que je vous montrais, avec l'administration Trump, et ben comme ils ont redémarré plus tôt, vaccin, pas vaccin, redémarrage forcé, etc., voilà, on ne sait pas. Forcément, ils ont un avantage comparatif. Et cet avantage comparatif, ils s'en servent. Il faudrait être naïf pour croire que la Chine ne s'en servira pas. Donc, finalement, ça joue sur les lignes maritimes, les conteneurs, ça joue sur les terminaux maritimes, ça joue sur les clients potentiels. Le confinement en France, le confinement en Grande-Bretagne fait que les gens jouent plus, ils s'équipent plus en matériel informatique, donc il y a des pénuries, les usines chinoises peuvent pas produire, et voilà. Et donc les prix montent. C'est comme les masques. Les masques, tout le monde en voulait à une époque, ça coûtait un rein, et maintenant, vous trouvez ça à 10, 15, 20 fois moins cher au monoprix du bas de votre immeuble, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Pas exactement. Je me posais surtout la question peut-être en termes de quantité, plus ou moins de conflits en mer, peut-être, avec des conflits. Pardon, j'ai désactivé votre micro pour éviter le... Je suis désolé. Vous avez eu raison. En fait, la conflictualité en mer, elle sera pas visible tout de suite, je pense. Elle est visible au niveau commercial, conflictualité, trade war, etc. Donc pas une guerre, on est bien d'accord, mais un conflit économique. Elle est visible aussi au niveau maritime, mais est-ce qu'elle va être visible au niveau, je sais pas, de la piraterie, par exemple? Très honnêtement, j'en doute. C'était la question. Est-ce qu'on peut voir des impacts et des effets en fait, voilà, la question, j'ai commencé par les stats, je me suis un peu perdu. La question, c'était qu'est-ce que la statistique sur le Covid? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut suivre les statistiques? On a en France un système assez performant, les Américains ont un système très performant. On a en Europe des bons systèmes. À partir du moment où vous n'avez pas de stats, vous ne pouvez pas suivre. Or, les endroits où se posent ces questions-là sont des endroits où majoritairement il n'y a pas de statistiques. Ou des statistiques qui sont pas optimales. Donc on peut pas, nous chercheurs, on peut pas exploiter ça. Voilà, on peut estimer, on peut même travailler sans données, mais ça va être compliqué. Bien sûr.
Je vais donner la parole à Cam si tu veux avoir une dernière intervention, puis je pense qu'après on pourra s'arrêter là. Oui, je reviens vers vous. Non, c'est juste une autre question sur la piraterie. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que derrière la piraterie se cachent des puissances, la Russie par exemple, notamment pas très loin de la Somalie, enfin sur les côtes somaliennes, est-ce que des puissances ne se cachent pas derrière les pirates pour essayer de mettre sous tension des régions maritimes, peut-être même certaines puissances européennes ou américaines, se cachent derrière ces actions de piraterie pour essayer de maintenir des tensions et aussi pour maintenir leur influence et donc pour pouvoir eux-mêmes, lorsqu'ils le veulent, baisser, ou comme vous l'avez dit tout à l'heure en Somalie, la baisse des activités de piraterie. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que des pirates c'est pas uniquement des groupes criminels? Derrière ces groupes se trouvent des réseaux, enfin des réseaux bien sûr, mais des puissances en fait qui utilisent ce genre. C'est un peu comme pour les stupéfiants et tout ça. C'est un peu. C'est une question intéressante, mais non. Je pense que penser ça, c'est aller un peu vite en besogne. Je dis pas que vous le faites, hein. Je dis que vous émettez une hypothèse. Donc c'est très bien. Mais c'est aller un peu vite en besogne. En fait, mes recherches sur la question de la piraterie somalienne étaient les suivantes. J'ai cherché à comprendre l'empreinte spatiale, c'est-à-dire quelle zone attaquer, pourquoi, etc. Et comme j'ai eu l'occasion d'avoir un bon maître et une connaissance du droit, d'une petite portion, une micro-portion du droit coutumier somali, j'ai pu faire le lien et comprendre comment tout ça fonctionnait. In fine, c'est quoi? Des mecs veulent s'enrichir dans un contexte où l'État n'existe plus sous sa forme normale. Donc ces investisseurs ont de l'argent, sont déjà des gens puissants. Ils vont recruter des gens qui vont se dire, et avoir une opportunité à un moment, parce qu'ils savent qu'un jour ça s'est fait dans un tel contexte, une fois, et que ça a rapporté de l'argent. Ils disent, intéressant. Et ils vont demander à des gars qui sont les pirates de base, hein, d'aller tout droit dans l'océan, parce qu'il n'y avait pas de stratégie autre que ça. Et après, il y a eu les bateaux mers, etc. Mais bon, globalement, c'est souvent tout droit dans l'océan, jusqu'à trouver un bateau. Comme c'est la première route maritime au monde, c'est pas très compliqué de tomber sur un bateau. Ils prennent le bateau parce que les bateaux sont plus armés. Armés au sens, on arme un bateau, mais on ne met plus littéralement des armes dessus. Et pour protéger avec 15 ou 20 bateaux l'ensemble du trafic qui passe, c'est impossible. Donc, ils vont trouver des cibles, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est la mécanique de base. Dans le coin que j'ai le plus étudié. Donc, là, je vous dirais, pas possible. Golfe de Guinée. Qu'il y ait une corruption des autorités, que les autorités soient OK avec ça, dans certains cas, voilà, les États sont pas faillis. Je pense pas que la Somalie soit faillie, mais c'est une question encore c'est un débat. Les États sont pas faillis. Donc, ils sont en théorie capables de gérer leurs eaux en sûreté et en sécurité. Plus ou moins bien. Et puis, pas toujours. Et puis voilà. Mais qui peut me dire que le Nigeria n'est pas un État puissant? Bon, voilà, il y a des élections au Nigeria. Voilà. Qui peut me dire que le Cameroun, qui est un peu moins démocratique, dirons-nous, n'est pas avec un président qui est là depuis longtemps, mais qui est un État qui, bon an mal an, fonctionne? Qui me dira que le Cameroun ne peut pas gérer son espace? Voilà. De là à dire que, par exemple, tel État A irait motiver la piraterie pour tel État B, en tout cas dans le Golfe de Guinée, ça me paraît douteux. Reste la question de Malacca. À Malacca, il y a deux types de piraterie. Et ça, il faut lire les écrits d'Éric Frécon, qui sont disponibles sur Internet et qui sont extrêmement intelligents là-dessus. Et surtout, d'ailleurs. Le docteur Frécon dit que pirate des villes, pirate des champs, la grosse piraterie et la petite piraterie. Petite piraterie au jour le jour, on monte à bord du bateau, on prend de l'argent, on séquestre rapidement les gars, et puis finalement tout ça se finit plutôt bien. Grande piraterie, au plus grand de la grande piraterie. On prend le bateau, il disparaît, il réapparaît sur le marché international, mais sans son équipage, entièrement repeint et réimmatriculé. Et là, vous êtes sur des acteurs qui sont des acteurs de haut niveau de la grande criminalité,
qui, dans certains cas, peuvent avoir des liens avec tel ou tel État, parce qu'ils opèrent à un niveau tellement important que de toute façon, ils ont forcément un intérêt à un moment à traiter avec l'État. Mais ça, en termes de cas, c'est pas beaucoup. Donc, la majorité de la piraterie, c'est quelque chose qui est fait par des businessmen, qui sont, que ce soit même des opérateurs mafieux, je sais pas, tel ou tel pays asiatique, ils ont ça, quoi. Ils sont là pour l'argent, et uniquement pour l'argent. Donc c'est pas un outil, excusez-moi de vous interrompre, donc c'est pas un outil d'influence. C'est pas utilisé comme un outil d'influence. C'est utilisé, dans certains discours, ça peut l'être. Ce que je vous disais sur Taïwan, c'est un outil pour dire les navires chinois de la République populaire escortent les navires taïwanais en leur disant vous avez vu, vous êtes des Chinois, on vous protège. Voilà, donc ça peut être un outil de communication, donc d'influence. C'est pas un outil d'influence type un bloc A contre un bloc B. Et d'ailleurs, regardez simplement, deux choses sont différentes. Terrorisme, c'est clairement un outil d'influence. Terroristes et pirates se détestent. Ils n'ont pas les mêmes buts. Terroristes, c'est déstructurer les systèmes. L'argent, ils en font aussi, on sait qu'il y a des collusions, machin, etc. Mais les pirates, eux, ils veulent de l'argent. Quand en Somalie, les terroristes sont allés taper sur les pirates, ça n'a pas fait plaisir aux pirates. Et les pirates étaient plutôt d'accord que les pseudo-gouvernements somaliens tapent sur les terroristes. Même pas plutôt, totalement d'accord. Ça casse le business. Deuxième exemple. Pendant la guerre froide, il y avait très peu de piraterie. Pourquoi? Parce que les deux grands s'étaient mis d'accord. Les deux grands occupaient les mers. Plus ou moins la Chine, plus ou moins l'Europe. C'était fini. Voilà. Donc la fin de la présence soviétique notamment a permis la réémergence de tout un tas de phénomènes qu'on connaissait pas. Qu'on connaissait plus. Excusez-moi, c'est une sorte de libéralisation du contrôle maritime. En fait, oui, il y a ça. Vous voulez dire libéralisation à quel niveau? Vous voulez dire par exemple J'en prie. Non, vous voulez dire non, mais allez jusqu'au bout, c'est intéressant. Non, en fait, j'ai dit contre les deux blocs, le bloc soviétique et le bloc américain, lors de la guerre froide, ils avaient le contrôle en fait sur l'ensemble des espaces maritimes, mais lorsque un bloc n'existait plus, après la chute de l'URSS, ils ont laissé libre champ à l'ensemble des groupes, par exemple à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie en particulier, pour gérer ces espaces-là. Ils leur ont laissé libre cours, c'est ce que je voulais dire. Laisser libre cours, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans une guerre froide, personne ne gagne, mais quand l'Empire soviétique s'effondre, la flotte elle disparaît, elle se reconcentre sur les enjeux prioritaires. Et donc, les Américains forcément réorientent aussi, le bloc de l'Ouest, parce qu'il n'y a pas que les Américains, réorientent aussi sur les enjeux prioritaires. Et par exemple, le détachement soviétique en mer Rouge et dans l'océan Indien, c'est un détachement qui était déjà pendant la guerre froide de 3e catégorie, quoi. Et donc forcément, quand ça s'effondre, on n'a plus les moyens de soutenir un détachement comme ça. Et donc on laisse la possibilité à des groupes bien structurés, qui sont des groupes de base mafieuse, de prendre la place. On leur laisse de l'air en fait. Et la disparition des deux grands blocs, en fait, parce que le bloc américain occidental a disparu aussi en même temps, si vous voulez. Donc un a permis la libéralisation du monde, qui n'était pas le modèle de l'autre, mais le bloc n'existe plus face à son rival. Et donc forcément, quand on pense qu'il n'y a pas de pirates sur les mers, parce qu'on n'en a pas vu depuis 50 ans, et qu'on fait passer les bateaux comme ça à la chaîne en surveillant tranquillement, mais surtout les questions de sécurité, c'est-à-dire qu'un bateau est passé échoué, ce serait quand même problématique. Quand on voit des pirates qui réémergent, on se retrouve un peu désarmé. Et donc du coup, comme on est désarmé, qu'est-ce qui se passe? Les bateaux, désarmés au sens propre, c'est-à-dire que les bateaux sont escortés, il n'y a pas d'armes à bord, on se retrouve à adapter une législation, on se retrouve à réadapter des déploiements. Je veux dire quand même, si on y réfléchit, les Somaliens n'aiment pas la mer, par exemple. C'est un truc, ils n'aiment pas la mer c'est pas leur espace, la plupart sont pas pêcheurs, presque pas de pêcheurs en Somalie, presque pas de marins en Somalie, Et en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des richesses qui passent au large. Ils se disent quoi? On connaît un mec qui a fait ça a marché pendant la guerre civile, voilà. Il saute sur les richesses.
ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche trois fois, ça marche, etc., etc. Quand ils arrivent à un chiffre d'affaires en 2014 qui était monstrueux, et que la lutte commence à porter ses fruits, en fait, ils sont assis sur un tas d'or. Et l'idée, elle est là, c'est une création en fait, c'est une innovation techniquement. Et ça, ce qui est marrant, mais ça c'est la plupart de mes écrits, donc c'est que c'est une vraie libéralisation, au sens où c'est mondialisé. C'est-à-dire que on a tellement libéralisé le commerce maritime, qui a toujours été très libéral, hein, faut pas se leurrer, hein, même à l'époque de la guerre froide. On a tellement libéralisé, on s'est tellement dit, on y va en confiance, c'est un système qui est solide, qui marche, etc. Qu'au bout d'un moment, on libéralise tellement que on baisse les coûts, il y a moins de monde à bord, les bateaux sont de plus en plus grands, il y a des bateaux des super beaux bateaux, il n'y a pas de souci, ça passe, les porte-conteneurs, ça passe, puis il y a les bateaux à la traîne aussi. Et les bateaux à la traîne, qui sont parfois de grande valeur, sont ceux qui ont le plus souffert des questions de piraterie. Donc, en fait, la libéralisation, elle se joue à pas mal d'endroits dans votre question. Moi, je vois au moins trois réponses, quoi. Chute du bloc, libéralisation du commerce encore plus poussé. Donc, premièrement, un modèle qui s'impose sur l'autre. Deuxièmement, la structure même du commerce maritime qui est de plus en plus confiante et qui y va tout droit. Et troisièmement, les pirates qui eux aussi sont des libéraux absolus, puisque leur but c'est de faire du fric. Et qui eux aussi sont des acteurs mondialisés, comme ce qui avait vocation à être les deux blocs finalement, comme la libéralisation du marché et le commerce maritime dans son ensemble. Et les pirates qui finalement placent ces sous-là, où ils placent ces sous-là, en Somalie, certes, mais dans les entreprises somaliennes, mais aussi dans les entreprises étrangères. Un pirate s'achète un moteur Yamaha. Donc un pirate, ça consomme japonais. Voilà. J'abuse un peu, mais c'est un pirate, ça a aussi de la famille tout autour du monde. Un pirate somalien, ça a de la famille un peu tout autour du monde. Donc il peut aussi investir dans un business, il peut aussi donner de l'argent pour migrer, il peut aussi permettre à sa nièce qui vit au Canada ou qui vit en Scandinavie d'avoir un iPhone. Oui, c'est d'affaires, quoi. C'est une sorte d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires, les grands chefs, j'entends. Et même les petits opérateurs, ce sont finalement des gens qui rentrent, qui bougeront probablement pas de Somalie, voilà. Et en fait, voilà, pour résumer tout ça, tout ce qui est maritime, réduire le maritime à un objet en tant que tel, ça ne se conçoit que dans une étude. Ça ne peut pas se concevoir dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui déconnectent le maritime du terrestre. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que l'homme est un animal terrestre. L'homme met des réseaux en marche depuis les ports pour le maritime, mais la continuité est toujours la même. C'est-à-dire que en termes de flux, vous êtes sur la même chose. En termes de puissance, vous êtes sur la même chose. Voilà. Merci pour ce mot de la fin. Non, c'est moi qui vous remercie, c'est une très belle initiative et brestoise, je disais. Et je vous encourage vraiment à continuer et si c'est possible dans les années prochaines, j'aimerais bien revenir en physique. On l'espère aussi. Voilà. Sur cela, merci à tout le monde d'avoir été là, que ce soit sur Facebook ou ici sur Teams directement. Si vous avez des remarques quant au format, quant à la façon de faire, n'hésitez pas à nous les faire sur les réseaux, nous envoyer un petit message, un mail, sur LinkedIn.